Bienvenue sur Icônes et Silences, là où les légendes murmurent enfin leur vérité. Regardez bien ce visage une dernière fois. C'est le visage de Charles Bronson, un visage qui semble avoir été taillé à même la roche d'une montagne, marqué par des sillons profonds et un regard plissé qui dissimulait une mélancolie infinie. Pour des millions de Français des années 70 et 80, il était l'incarnation absolue de la virilité, ce monstre sacré qui a dominé l'écran aux côtés d'Alain Delon. On se souvient de lui comme de l'homme au pistolet, le justicier urbain, celui qui ne tremblait jamais et qui parlait peu, mais il existe une vérité déchirante que les projecteurs aveuglants de la gloire ont soigneusement masquée pendant plus d'un demi-siècle. Derrière cette armure impénétrable vivait une âme couverte de cicatrices qui ne se sont jamais refermées. Lorsque les lumières se sont éteintes et qu'il a dû affronter le crépuscule de sa vie en 2003, Charles Bronson n'était plus ce héros invincible. Dans le silence assourdissant de la vieillesse, il a dû faire face à 4 ennemis invisibles, 4 fantômes qui l'ont hanté depuis son premier cri jusqu'à son dernier soupir. Ce n'étaient pas des méchants de cinéma, mais des forces bien réelles qui lui avaient volé son innocence et sa paix. Il ne leur a jamais accordé son pardon. Comment une icône mondiale, adulée par tout un pays comme la France, pouvait-elle porter en elle une telle rage contenue? Pourquoi cet homme qui possédait tout se sentait-il toujours comme un exclu? La réponse se trouve enfouie dans un passé lointain et douloureux, là où un petit garçon nommé Charles Buczynski connaissait une pauvreté si humiliante qu'il devait porter la robe de sa sœur pour aller à l'école, faute d'avoir un pantalon. C'était là le début d'une guerre intime pour s'échapper des ténèbres de la mine, une guerre qui a forgé sa légende mais qui a aussi brisé son cœur. Pour comprendre la profondeur de ce silence, nous devons retourner là où tout a commencé, là où le destin lui a déclaré la guerre avant même qu'il ne sache se défendre. Il y a une ironie mordante dans le destin de Charles Bronson, une de ces revanches silencieuses que l'histoire réserve parfois aux âmes blessées, alors que son propre pays, l'Amérique, ne voyait en lui qu'un visage trop dur, une gueule ravinée bonne uniquement pour les seconds rôles de bandits ou d'indiens stéréotypés. La France et l'Europe lui ont offert un trône. C'est ici, sur le vieux continent, que le mineur de fond est devenu un roi. Ce n'était pas seulement du succès, c'était une véritable histoire d'amour passionnel entre un public et un homme qui n'avait pas besoin de parler pour se faire comprendre. À la fin des années 60, il s'est produit un phénomène culturel rare où le visage buriné de Bronson est devenu le paysage cinématographique préféré des Français. Souvenez-vous de l'année 1968, dans les salles obscures de Paris et de province, une affiche mythique réunissait 2 monstres sacrés dans le film Adieu l'ami. D'un côté, il y avait Alain Delon, la beauté froide et angélique, le félin français par excellence. De l'autre, il y avait Charles Bronson, le rock américain, l'homme de la terre et de la sueur. Ce duo improbable a fasciné la France entière. Dans ce film, Bronson n'a pas eu besoin de jouer la comédie, il s'est contenté d'être présent, massif et inébranlable, imposant une autorité naturelle qui a instantanément conquis le cœur du public. Chaque scène où il allumait une cigarette devenait un moment de culte, chaque regard lancé sous ses paupières lourdes valait plus que 1000 lignes de dialogue. Pour les spectateurs français qui sortaient d'une décennie de bouleversements sociaux, Bronson représentait une stabilité brute, une force tranquille et rassurante qui semblait dire que l'on peut survivre à tout, même au pire. C'est cette aura unique qui a poussé le grand Sergio Leone à le choisir pour Il était une fois dans l'Ouest. Alors que les producteurs américains réclamaient des stars au visage lisse, Leone voulait le visage de Bronson car, disait-il, c'était un visage capable d'arrêter une locomotive. Et il avait raison, le personnage de l'homme à l'harmonica est devenu l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Cette mélodie lancinante et ses yeux plissés scrutant l'horizon aride sont gravé à jamais dans la mémoire collective. Mais la France lui a offert bien plus que des westerns. Avec Le Passager de la pluie de René Clément, il a prouvé qu'il pouvait aussi incarner une sensibilité et une intelligence émotionnelle surprenante. Loin de la brute épaisse que Hollywood voulait qu'il reste, il était devenu une icône pop, un symbole, au point qu'à cette époque, on disait qu'il était plus célèbre en Europe que le pape lui-même.
Pourtant, au milieu de cette adoration, il y avait un vide que les applaudissements ne pouvaient comblé. Le public voyait un dieu de l'écran, un homme fait d'acier et de certitude, mais personne ne voyait l'homme qui suffoquait sous le poids de sa propre image. La gloire est une drogue puissante, mais elle a des effets secondaires dévastateurs, surtout pour un homme qui n'a jamais appris à faire confiance au monde. Alors que les cinémas de Paris affichaient son nom en lettres de néon géantes, Charles Bronson commençait à sentir les murs de la célébrité se refermer sur lui, exactement comme les parois de la mine de son enfance. Il avait conquis le monde, oui, mais il allait bientôt découvrir que le succès a un prix exorbitant et que les créanciers de la gloire sont souvent bien plus cruels que la pauvreté elle-même. Mais derrière les paillettes de Cannes et les chèques mirobolants qui faisaient de lui l'acteur le mieux payé de la planète, une ombre grandissait, menaçante et froide. C'est ici que le deuxième ennemi de Charles Bronson est sorti de l'ombre pour resserrer son étreinte, l'hypocrisie impitoyable de la machine hollywoodienne. Les mêmes producteurs qui, 10 ans plus tôt, avaient rejeté son visage rugueux en le traitant de gueule cassée, se bousculaient désormais à sa porte, mais il ne cherchait pas l'acteur sensible qui avait ému la France dans Le Passager de la pluie. Non, il voulait la bête, il voulait le sang. Avec le succès phénoménal de la saga Un justicier dans la ville, Death Wish, Hollywood a enfermé Charles Bronson dans une cage dorée dont il ne trouverait jamais la clé. Il est devenu prisonnier de sa propre caricature, forcé de répéter inlassablement le même rôle de redresseur de tort taciturne, encore et encore, jusqu'à l'écœurement. Imaginez la torture psychologique d'un homme qui rêvait d'être un artiste, qui passait ses heures libres à peindre des toiles délicates pour échapper à la brutalité du monde, mais qui était contraint chaque jour de prendre une arme pour satisfaire la soif de violence du box-office. On l'a transformé en un produit de consommation, une marque déposée rentable, niant toute humanité en lui. Les critiques, souvent cruelles et aveugles à sa détresse, le traitaient de fasciste ou d'acteur monolithique sans jamais percevoir la lassitude dans ses yeux. Sur les plateaux de tournage bruyants et chaotiques, le vieux cauchemar de son enfance a commencé à refaire surface. La foule, les demandes incessantes des réalisateurs, les flashs des photographes, tout cela recréait autour de lui les murs étouffants de la mine de Pennsylvanie, la claustrophobie, cette peur panique des espaces clos qu'il avait terrorisé lorsqu'il était un enfant mineur, payé $1 la tonne de charbon, revenait le hanter au sommet de sa gloire. Il se sentait exploité, non plus par des patrons de mine, mais par des studios en costume-cravate qui lui volaient son âme image par image. Il disait parfois avec un cynisme glaçant qu'il n'était qu'un morceau de savon que l'on vendait au public. Cette lucidité amère l'a poussé à se replier encore davantage sur lui-même, érigeant un mur de silence infranchissable entre lui et le monde extérieur. Il détestait les interviews, fuyait les mondanités, non par arrogance, mais par instinct de survie. Il savait que dans cette industrie, si l'on montre une faiblesse, on est dévoré vivant. Alors, il a mis son masque de pierre, ce masque que tout le monde admirait, mais qui l'étouffait lentement. Il avait l'argent, il avait la renommée, il avait tout ce qu'un homme peut désirer, mais il avait perdu le droit d'être vulnérable. Pourtant, au milieu de ce tumulte déshumanisant, il y avait une île de douceur, un refuge sacré, où il pouvait enfin déposer les armes et redevenir Charles. C'était sa famille, et plus particulièrement une femme, son âme sœur, celle qui comprenait ses silences mieux que quiconque. Il pensait avoir construit une forteresse imprenable pour les protéger, il pensait que sa fortune et sa puissance pouvaient tenir le malheur à distance. Mais il avait oublié que le destin est un scénariste cruel qui garde toujours ses rebondissements les plus tragiques pour le troisième acte et que l'ennemi le plus redoutable n'est pas celui que l'on peut abattre d'une balle de 357 Magnum. Le drame a frappé sans prévenir, brisant l'illusion que la force brute pouvait triompher de tout. Le troisième ennemi qui est venu réclamer sa dette n'avait ni visage ni pitié. Il portait le nom froid et clinique de la maladie. Jill Ireland, la seule personne au monde qui avait réussi à apprivoiser le cœur sauvage de l'ancien mineur, fut diagnostiquée d'un cancer du sein. Pour Charles Bronson, ce fut le début d'une agonie lente, bien plus douloureuse que toutes les blessures physiques qu'il avait pu subir dans sa jeunesse.
Pendant 6 longues années, le monde a assisté à une transformation déchirante. L'homme qui, sur grand écran, réglait tous les problèmes avec un pistolet et un regard d'acier, se retrouvait soudainement désarmé, nu et impuissant face à la souffrance de celle qu'il aimait plus que sa propre vie. Il a tout tenté, dépensant des fortunes colossales pour les meilleurs traitements, refusant des contrats, mettant sa carrière en suspens pour rester à son chevet. On raconte qu'il passait des jours entiers à lui tenir la main, lui murmurant des mots que personne d'autre n'avait jamais entendu sortir de sa bouche. Mais la vie n'est pas un film d'action et il n'y a pas de scénariste pour réécrire la fin. Le 18 mai 1990, Jill s'est éteinte, emportant avec elle la lumière qui guidait Charles dans les ténèbres de son existence. À cet instant précis, quelque chose s'est irrémédiablement brisé à l'intérieur du monstre sacré. Il ne s'agissait pas d'un scandale public ou d'une faillite financière, mais d'une faillite émotionnelle totale. La presse, souvent habituée à le voir impassible, a été choquée par les images d'un homme vieilli, courbé, le regard perdu dans le vide, serrant contre lui les souvenirs d'un bonheur révolu. Après sa mort, Charles a sombré dans une solitude effrayante. Il errait dans leur immense propriété comme une âme en peine, parlant parfois à Jill comme si elle était encore là. Le système hollywoodien, toujours aussi vorace, a essayé de le ramener sous les projecteurs, mais le cœur n'y était plus. La colère sourde qui avait alimenté ses rôles de justicier s'était transformée en une tristesse infinie. Il avait vaincu la pauvreté, il avait conquis la gloire, mais il avait perdu la guerre contre la mort, et alors qu'il pensait avoir touché le fond de la douleur, un dernier ennemi, le plus insidieux de tous, attendait patiemment son heure dans l'ombre pour lui porter le coup de grâce et lui voler ce qui lui restait de plus précieux, sa mémoire. C'est dans le crépuscule de sa vie, alors que la brume impitoyable de la maladie d'Alzheimer commençait à dévorer ses souvenirs un par un, que Charles Bronson a connu un dernier moment de lucidité foudroyante. Ce n'était pas devant des caméras de télévision, ni lors d'une grande cérémonie publique, mais dans le silence sacré de sa chambre, face à ses propres démons. On raconte que dans ces instants précieux où le brouillard se levait, le vieil homme au regard fatigué retrouvait soudain la flamme de l'ancien guerrier. Il ne parlait pas pour demander pitié, mais pour régler ses comptes avec l'existence une dernière fois. Avant que l'oubli ne l'emporte définitivement, il a brisé le silence qu'il avait gardé pendant 80 ans pour désigner les 4 coupables, les 4 ennemis jurés auxquels il n'a jamais accordé son pardon. Le premier nom sur sa liste noire était le spectre de la misère. Il revoyait avec une clarté douloureuse le petit garçon de Pennsylvanie, tremblant de froid et de honte dans les vêtements de sa sœur. Il ne pardonnait pas à cette pauvreté crasse de lui avoir volé son enfance, de l'avoir forcé à descendre dans les entrailles de la terre pour respirer la poussière noire au lieu de l'air pur. Le deuxième ennemi était le système hollywoodien, cette machine à broyer les rêves qu'il avait réduit à une caricature. Il se souvenait de chaque producteur qui avait ignoré son talent de peintre et sa sensibilité pour ne vendre que sa brutalité. Il ne leur pardonnait pas d'avoir transformé son art en marchandise, d'avoir fait de lui un produit, rentable mais vide, l'obligeant à porter un masque de tueur alors que son cœur aspirait à la paix. Le troisième accusé, et sans doute le plus cruel, était le destin qui lui avait arraché Jill Ireland. Contre cet ennemi-là, aucune arme ne fonctionnait. Il ne pardonnait pas à la vie d'avoir été si injuste, de lui avoir donné le monde entier pour ensuite lui retirer la seule personne qui donnait un sens à ce monde. Et enfin, il faisait face au quatrième ennemi, celui qui se tenait juste là, dans la pièce avec lui, l'oubli. Il savait que cette maladie était en train d'effacer son nom, son histoire et même le visage de ses enfants. C'était l'ultime trahison de son propre corps. Mais dans cet aveu final, il n'y avait pas de défaite. En nommant ses ennemis, Charles Bronson reprenait le contrôle. Il refusait de partir comme une victime. Il affirmait que malgré la robe de sa sœur, malgré le mépris des studios, malgré la mort et malgré la maladie, il était resté debout. Il avait survécu à tout. C'était son ultime acte de résistance, un dernier bras d'honneur élégant et tragique lancé à la face du sort avant que les lumières ne s'éteignent pour de bon. Il avait peut-être perdu ses batailles, mais il avait gagné le droit de définir sa propre légende, prouvant que derrière le monstre sacré se cachait une humanité vibrante que rien, pas même le temps, ne pourrait jamais effacer complètement.
L'histoire de Charles Bronson dépasse largement le cadre d'une simple biographie hollywoodienne pour toucher à quelque chose d'universel et de profondément humain. Elle nous tend un miroir impitoyable sur notre propre soif de héros et sur la manière dont nous consommons les légendes sans nous soucier de l'homme qui respire sous le costume. Nous avons applaudi la brute. Nous avons idolâtré le justicier, mais avons-nous jamais vraiment essayé de comprendre le garçon qui pleurait en secret derrière ce visage de pierre ? Sa vie est un rappel cinglant que la gloire n'est souvent qu'un vernis brillant posé sur des blessures anciennes et que l'argent ne peut jamais racheter une enfance volée ni combler le vide laissé par l'amour perdu. Combien d'autres artistes, combien d'autres âmes sensibles ont été broyées par cette machine infernale qui exige d'eux qu'ils soient des produits avant d'être des humains. Au final, que reste-t-il quand le générique de fin défile pour la dernière fois ? Il reste la dignité farouche d'un homme qui a refusé jusqu'au bout de se laisser définir uniquement par les autres. Charles Bronson nous a montré que le véritable courage ne consiste pas à tenir une arme face à une caméra, mais à continuer d'avancer quand tout s'effondre à l'intérieur, à rester debout face à la misère, face au mépris et face à la mort. Il incarne la résilience de tous ceux qui portent des masques de fer pour protéger des cœurs de verre. Son silence légendaire n'était pas un vide, c'était un cri, un hurlement assourdissant que seul le temps nous a permis de déchiffrer aujourd'hui. En refermant ce dossier, ne retenons pas seulement l'image du dur à cuire qui a fasciné la France. Souvenons-nous de Charles, l'amoureux éternel, le peintre incompris, le survivant des mines de Pennsylvanie. Il ne cherchait sans doute pas notre pitié, mais il a mérité notre respect absolu. Peut-être que maintenant, loin des projecteurs aveuglants et des exigences d'un monde cruel, il a enfin trouvé cette paix qu'il a cherchée toute sa vie, loin de ses 4 ennemis. Adieu l'ami, et merci d'avoir partagé ta lumière avec nous, même si elle brûlait tes propres ailes. Ton histoire est désormais gravée, non pas sur la pellicule, mais dans nos mémoires, comme une leçon inoubliable sur le prix du silence.